Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans l'inconfort ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée, celle de vous confirmer que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade. Ok. Salut Lionel, Salut Jérémy, comment vas-tu? ça va et toi? Ouais, ça va. Écoute, je suis très content de t'avoir sur le podcast parce que je vois tous tes posts sur LinkedIn, je vois que tu parles d'IA tout le temps, je vois que tu donnes des conseils même sur Google Sheet. Bon, tu fais plein de choses. J'ai l'impression que tu as plein de compétences. Donc, pour ceux qui n'ont pas déjà la chance de te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais, ça marche. En tout cas, merci pour l'invitation, Jérémy. Moi, pour parler de moi, je suis consultant pour les entreprises sur des sujets d'automatisation, de no-code, prompt engineering et générative IA. Ça, c'est ma première casquette. Et à côté de ça, je suis formateur. Formateur pour un bootcamp qui est assez connu dans la reconversion professionnelle qui s'appelle Le Wagon. Et sur les sujets de développement web et de data analytics. Et j'interviens en tant que prof et j'enseigne l'automation pour les data analysts et les devs. Ok, super. Alors, tu enseignes l'automation pour les devs. Déjà, parle-nous un peu de ton parcours parce que, effectivement, tu nous as dit ce que tu as fait, mais à la base, allez, on prend il y a 10 ans en arrière. Lionel, il faisait quoi? Après, à 5 ans, il faisait quoi? Et aujourd'hui, on sait ce qu'il fait. Mais du coup, il y a 10 ans, tu faisais quoi? Tu rebondis sur quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'il y a 10 ans, j'étais pas prof, j'étais pas consultant pour les entreprises, j'étais commercial pour mais ma cible, c'était toujours le B2B. Mais il y a 10 ans, pour être plus précis, ouais, j'ai commencé en tant que commercial, j'ai évolué en tant que sales manager, donc j'ai eu à diriger des équipes. Donc, il y a 10 ans, mon métier, c'était trouver des clients, leur parler de la proposition de valeur, répondre à leurs objections, closer des deals et renouveler le cycle chaque semaine, chaque mois pour être le meilleur performeur. Donc ça, c'était ce qui rythmait mes journées. Après, tu m'as dit, à 5 ans, quel a été je veux dire, 7 ans après, j'ai eu un shift donc un shift qui est venu par rapport à une formation, un shift professionnel parce que dans le cadre de mon activité en tant que sales manager, on a toujours des formations qui nous permettent de upskiller, donc de monter en compétences. Et là, cette formation, c'était une formation sur du no-code. Et j'ai vu en fait un potentiel d'aller plus vite dans mes actions, d'être plus efficace. En fait, ma tête a tourné à ce moment-là. Et puis après, j'ai décidé d'en faire une activité en tant que consultant freelance parce que c'était pas du tout dans les best practices des managers commerciaux ou des commerciaux d'utiliser les outils de no-code et d'automatisation pour aller chercher le business. Ok, ok. C'est quoi que tu kiffes dans l'automatisation? Ce que je kiffe, moi, dans l'automatisation, c'est aujourd'hui, c'est que tu as une instruction à donner une fois et tu vas avoir une machine qui va répéter cette action à ta place. C'est Ok, un peu comme si tu avais un pouvoir de te dupliquer de manière infinie. C'est, j'ai partagé, tu vois, sur LinkedIn un graphe qui montrait, où j'expliquais en fait pourquoi j'automatise. mhm, J'automatise parce que ça me permet en fait de dégager du temps pour
en fait, pour avoir plus de temps pour une réflexion de qualité. Mhm. Je cherche en fait à chaque fois, quand j'automatise, à pouvoir me poser des questions en profondeur qui vont pouvoir impacter mon business afin d'atteindre un objectif. C'est pour ça que j'aime l'automatisation. Ok, ok, super, super. Et donc au final, tu as dû, ben, effectivement, comme on disait, hein, développer déjà la compétence sales je trouve que c'est l'une des compétences les plus primordiales pour tout entrepreneur ou consultant ou peu importe, parce que tu peux être le meilleur, mais si tu ne sais pas vendre ou même te vendre, c'est très compliqué. Et donc, Mm. du coup, ça, c'est cool aussi d'avoir cette compétence-là. Ensuite, tu es venu ajouter donc des compétences d'automatisation, donc en tout cas pour améliorer tout ce qui est productivité, aussi limiter pardon, l'erreur humaine sur des tâches répétitives. Euh, à partir de là, donc, tu as des compétences de sales, tu as des compétences d'automatisation. Est-ce que tu peux nous parler soit de comment justement tu as transitionné vers ce type de prestation-là, ou bien d'un projet que tu as monté qui a justement eu besoin de ces compétences-là? Est-ce que tu peux nous partager ça? Oui, je, donc comment j'ai transitionné, c'est vraiment au feeling, hein. C'est de me dire, ah, il y a quelque chose qui se passe du côté tech, automation. Je vais aller voir ce qui s'y passe. Si l'intuition n'était pas bonne, ben je reviens en tant que sales. Mais vraiment, l'impulsion, ça a été de commencer en tant que sur l'intuition. Ensuite, ce qui a confirmé qu'il y avait un marché derrière cette intuition, quand je dis un marché, c'est-à-dire que j'aurais pu vivre de cette activité, c'est lorsque j'ai fait une première offre à une personne de mon entourage, quelqu'un de proche, sur des besoins d'automation. Euh, je savais pas trop comment ce qu'il fallait mettre à l'intérieur, juste le qualifier. Je voulais juste m'assurer en fait que les gens étaient preneurs de ce type de solution. Et à la louche, je dis voilà, ça va coûter 3000 euros pour que je puisse te mettre à l'époque c'était Airtable, que je puisse optimiser tous tes process à travers Airtable qui est un Mhm. CRM no code. Euh, et là, la personne en face de moi me dit bah ok, c'est parti. Il a même pas discuté en fait le prix. Mhm. À ce moment-là, déjà, je me suis posé une question parce qu'en sales, quand un client dit oui trop vite, c'est-à-dire que à un moment, tu as sous-pricé, tu vois, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, tu vois. Ou bien je me suis mis dans quelque chose de bizarre, tu vois. C'est que le oui a été trop rapide, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, partant de là, je dis, OK, il y a, OK, l'intuition est bonne, il y a un marché, les gens, ils sont preneurs de ce type de, de, de prestations. Donc, je vais continuer à me former à, et à évoluer dans ce secteur d'activité. Ok, ok, super. Donc, tu as commencé avec, en tout cas avec un client où tu as pricé, puis tu as délivré, donc la valeur que tu avais dit que tu allais faire. Ensuite, pendant cette mission-là, donc déjà, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu remarques? Est-ce que tu découvres d'autres prestations sur lesquelles tu pourrais monter? Est-ce que tu découvres qu'effectivement, tu avais sous-pricé par rapport à ce que tu allais faire? Est-ce que tu t'es rendu compte, tu sais, il y a un peu ce truc-là quand tu fais, en tout cas dans l'agence web, ou même quand tu fais du freelancing, ou peu importe au début, parce que c'est un truc que toi tu sais faire ou autre, c'est que des fois, en tout cas, je parle vraiment subjectivement et puis avec d'autres personnes avec qui j'ai discuté, mais souvent, on a du mal à bien savoir combien de temps ça va prendre. Donc, par exemple, tu dis, ben, au coup de ça, en une semaine, c'est fait. Et puis, au final, tu te rends compte que sur ce cas d'usage-là, avec peut-être les outils que le client il utilise, est-ce qu'il y a des API qui existent ou pas, à quel point ils sont documentés, etc., qu'en fait, ça prend beaucoup plus de temps. Déjà, cette première mission-là, comment elle se passe? Ou est-ce que tu as une autre mission où ça, en tout cas, entre ce que tu penses au début et comment ça se finit, en tout cas en termes de temps, etc., ou de difficulté, c'était pas forcément la même chose. Bah, cette mission, j'ai chiffré donc 5 jours TJM à 600 euros. Donc, ce qui faisait les 3000. Mhm. Euh, et, euh, et déjà, bon, après, je me suis rendu compte que 600 pour un junior,
C'était beaucoup de ce que je voyais en fait de mes confrères qui évoluaient dans la partie tech. Ils étaient à 300 et ils étaient plutôt confirmés. Moi, après, tu vois, j'avais ce côté sales où je vendais plutôt la valeur plutôt que le prix en fait que je passais. Donc, j'ai packagé ça en disant voilà, il y a 3 000 € à débourser. Et c'est là où mon manque de compétences techniques m'a rattrapé. C'est que la prestation, au lieu de durer 5 jours, elle est partie sur 2 mois. Mais j'ai appris dans la douleur. Heureusement, c'était une période où je pouvais me le permettre parce que je m'étais mis en rupture co avec mon ancien employeur. Donc, Mhm. j'avais un Ok. revenu qui me permettait d'assurer la prise de risque. Et ça, bah, j'ai compris que j'ai appris le premier enseignement que j'ai eu suite à ce client-là, c'est qu'il faut savoir dire non. Il faut définir les attentes au début du projet, bien scoper. Si il y a une demande qui sort du scope, ne pas hésiter en fait à dire au client, c'est hors scope. Et Mhm. c'est un prix supplémentaire. Mhm. Ça, bon, au début, parce que tu te dis un peu syndrome de l'imposteur, tu essayes de maintenir le client, tu as une satisfaction au bout du bout. Mais après l'avoir mis en place, les clients sont OK avec ça. Quand Mhm. ils savent en fait quand il y a une demande qui sort du scope et que tu leur expliques que c'était pas dans le scope, de, euh, de facturer l'intervention supplémentaire. Et pour le timing, bah, maintenant, vu que j'ai pris du recul sur les missions, c'est toujours un fois 1,5 pour m'autoriser une marge d'erreur lorsque Mhm. je chiffre la quantité pour mon client. Ok. Ok, ok, ok. Et donc, du coup, donc, tu commences par ce type de prestation. Je dirais, ben, je pense que c'est de l'exécution parce qu'effectivement, ton client n'a pas les compétences que tu lui apportes. Donc, effectivement, tu viens automatiser des processus, en tout cas lui faciliter la vie ou autre. Et donc, comment, à partir de là, en tout cas au fil de l'eau, tes prestations évoluent? C'est-à-dire, comment tu fais évoluer tes prestations en te disant, bon, ben, comme je disais, hein, peut-être que tu montes sur d'autres, des projets peut-être plus gros, des projets peut-être plus stratégiques, peut-être des industries qui te plaisent plus. Parce que je crois beaucoup dans le fait que c'est en tâtonnant pas mal de choses que tu découvres ce que t'aimes pas, mais que tu découvres aussi ce que t'aimes bien, tu vois. Et après, on va parler d'IA parce que je sais que l'IA, déjà tout ce que tu me montres sur l'IA là, ça me fait chauffer les neurones, quoi. C'est chaud. Je me dis, ah, attention, il y a peut-être un objet brillant et en même temps, quand t'entends tes proches te parler de ce truc-là, tu te dis en fait non, c'est réel. Tout le monde y est là. Tu vois, tout le monde y Oui, est. Donc, avant qu'on arrive sur le volet là, qui je pense est ultra excitant, ça marche. euh, comment tu fais évoluer tes prestations à ce Ok. niveau-là? Bah, mes prestations, je les ai fait évoluer avec bah, autour je l'appelle un framework, hein, mais Mhm. autour de cette méthode, c'est que je rentre par une prestation euh, comme du no-code, par exemple Airtable. Ensuite, je vais faire du cross-sell sur le même client sur des prestations soit liées au sales, parce que j'ai un background de sales, ou soit de la formation en interne. Mhm. Donc, pourquoi je parle d'évolution dans mon business model? Parce qu'un client qui est déjà acquis, c'est moins d'efforts pour lui vendre une seconde fois. J'ai plus de facilité à travailler avec le même client sur un produit, sur un nouveau produit. Il connaît mes prix, il connaît ma façon de travailler. Je vais pas avoir toute la phase de, tu sais, au début, il faut faut pas faire d'erreur, il faut être nickel quand tu travailles avec ton Mhm. client parce que à tout moment, il peut se dire, waouh, est-ce que j'ai fait le bon choix? Donc, il faut être nickel au début. Et je réduis donc cette partie friction où je fais évoluer sur le, mon portefeuille, mon portefeuille business auprès d'un client et par voie de conséquence, vu qu'il est satisfait, il en parle autour de lui et là, le referral rentre en ligne de compte. Ok.
OK, OK, OK. Donc, ouais, OK, super sur ça. Et donc, je pense que tu as été à un moment ou un autre confronté à ce que tout consultant ou agence, ou en tout cas, on a déjà eu cette conversation il y a, il y a quelques temps sur la prestation de service. À un moment, tu atteint un certain plafond. C'est-à-dire que, faut savoir un truc, pour vous qui nous écoutez, quand je parle à Lionel, il y a ministre, mais il y a le ministre Lionel. Le gars a un agenda toujours complet, toujours complet. Ah ouais, là c'est chaud. Vas-y, viens, on prévoit ça, tel jour, machin. Et je comprends tellement et je suis trop content. Et Yes. donc, du coup, tu as justement, donc, à un moment ou à un autre, tu as un plafond de verre parce que bon, il y a Bien 24 heures sûr, dans une journée. bien Lionel, sûr. il fait pas que travailler pour ses clients, il fait aussi d'autres choses à côté. Donc, comment tu gères un peu, je mets des guillemets, mais ce scale-là? Est-ce que tu scales en disant, ben, au final, les gars, je peux prendre, je sais pas, que 3, 4, 5 clients, donc j'augmente mes tarifs. Est-ce que tu scales, peut-être que tu prends des missions longues avec des clients? Comment tu gères cette partie-là? Où tu arrives à ce plafond de verre, tu as peut-être des missions qui sont très bien, qui te sont proposées, mais tu pas le temps. Je sais que tu es un curieux, t'es un curieux quand même de nature et intellectuellement, donc tu vois le truc, tu te dis, ouais, ce serait trop bien de monter dessus, mais tu peux pas. Comment tu gères toute cette partie-là, là, tu vois? C'est c'est un bon point que tu abordes parce que j'ai pas de méthodologie bien précise. C'est Mhm. je, en tout cas, je scale en augmentant mon, Mhm. mes prestations. Ok, Donc, sur mes TJ, je monte jusqu'à 1500. ok. Qui est, au début, j'ai pricé 600. Après, je suis allé sur des offres à 300. Mais parce que je me dis, euh, si j'arrive à délivrer de la valeur dans un même temps avec un TJM plus élevé, ok, ça c'est ma, ça c'est mon mécanisme en fait de pensée pour le Mhm. scale. Euh, Après sur la partie timing, je peux pas faire plus que que ce que je fais aujourd'hui. Mhm. Donc il y a des clients, je les refuse. Je peux pas monter dessus ou parce que le, le projet il est pas, je sens pas la rentabilité ou je me dis in fine il aura pas ce qu'il veut et puis ça va pas être un ambassadeur pour moi. Donc je suis sur un plafond de verre à chaque fois. Et là je suis en train de réfléchir à optimiser mon modèle économique, plus faire du one and one et du one to many. Mhm. C'est une manière de scaler. Ok. Je ne... Une personne avec qui je suis en face à face, c'est potentiellement pour une heure, c'est 150 euros. Euh, pour Si tu délivres le même message à 30 personnes, au même moment, bah, tu as scalé. Donc tu passes sur du one to many. Mhm. Pour Ok. ça, tu vois, il y a des mécanismes à mettre en place pour y arriver, mais ma réflexion elle est en train de se tourner vers ce genre de modèle. Mhm. Ok, 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 ok. Non, non, super, super intéressant. Et qu'est-ce qui fait que, alors peut-être que tu y as pensé aussi, mais justement, vu que, en tout cas, les gens viennent à toi sur certaines prestations ou veulent travailler avec toi, est-ce que tu as déjà pensé, toi aussi, à faire un peu de l'apport d'affaires? Parce que je me dis, en plus, avec ton passé sales, Mm. peut-être je sais que tu sais que ça existe. Est-ce que tu as pensé à te dire, ben, OK, quand je peux pas apprendre, ben, moi, j'ai un réseau de freelance que je sais que les gars sont bons, parce que c'est ça aussi le réseau d'affaires, hein, c'est l'apport d'affaires, pardon, c'est que tu sais que les gars, ils sont bons, qu'ils vont délivrer, parce qu'il y a aussi un peu ta réputation qui est en jeu, je mets des guillemets. Et donc, du coup, est-ce que tu as pensé à ça ou c'est pas un truc que tu envisages pour le moment? J'ai pas pensé parce que j'aime bien faire mes prestations, j'aime bien livrer parce que Mhm, je sais la qualité que je fournis dans mes prestations, même si j'ai des personnes très compétentes autour de moi, mais mhm, lorsque un client vient à moi et que je lui mets en apport d'affaires, je me dis il faut que je fasse au moins la supervision du projet. ok. Et là, on passerait, tu vois, sur un côté agence. Et si je fais de la supervision, c'est-à-dire qu'il faut que je manage quand même un peu le projet. Hmm, Mais j'y ai pas encore pensé. Euh, Parfois, je mets des gens sur des affaires et tu sais, je pense même pas à l'apport d'affaires. Mais au moins, tu vois, j'ai passé la balle et puis je me dis, OK,
Ok, il me renverra la balle à un moment ou un autre. Mais ok, j'ai à réfléchir. ok, ok. Nice one sur ça. Et donc, déjà aujourd'hui, tu travailles combien d'heures par semaine, à peu près? Combien d'heures par... Par semaine. c'est une bonne question. Je crois que je dois travailler 400 heures par semaine. Euh, j'ai, j- tu sais, je suis le rythme circadien, donc en fait, j'ai des zones de travail, j'ai des plages en Mhm, fait sur lesquelles je travaille, donc où je suis efficace. Donc c'est de 7 heures à 11 heures et de 15 heures à 19 heures. Donc et après, parfois, ça peut m'arriver de faire quelques trucs en nocturne, mais c'est une bonne question. J'ai jamais timé mhm. mon, ma, ma charge de travail sur une semaine, malgré que les clients, quand je, quand je prends une prestation, j'allume mon chrono pour dire que j'ai passé tant de temps sur tel projet. Ok, Euh, donc ouais, je l'ai pas mesuré encore. ok. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse, parce que effectivement, je pense qu'on est tous les deux très fous de productivité, de se dire, bon, comment on peut optimiser X, Y, Z, etc., etc. Ma question, parce que tu vois, là, tu as dit, je suis performant de 7 à 11 et de 15 à 19. Oui. Comment t'en es arrivé à savoir ça? Ouais. Comment j'en suis arrivé à savoir ça? Le rythme circadien, c'est une bonne question. C'est je l'ai appris, heu Jean-Yves Pons. Ok. Jean-Yves Pons, un gars que je suivais pendant un moment, c'est un des champions, en mémorisation, Mhm. champion de France, je crois. Et il est capable de retenir, tu vois, un jeu de 52 cartes dans l'ordre. Donc il regarde le jeu de cartes, il le repose et avant de tirer la carte, il va te donner chaque carte en fait qui va arriver. Et tu sais, j'ai toujours été impressionné par ce genre de truc. Et il expliquait sa stratégie. Et Mhm. boum et tout, je commence à devenir fou. Je trop curieux et tout. Je me dis comment il fait ça. Il explique en fait sa stratégie. En fait, il imagine dans l'espace des figures qui représentent des cartes et tout. En fait, il crée un code pour chaque carte qu'il place dans des Ok. endroits et il vient les piocher. Je suis tombé fan de ce gars. Je dis ok, attends, ce mec est dans une autre planète. Il a des trucs à m'apprendre. Et il explique donc au niveau productivité, donc comment apprendre efficacement. Et lors d'un de ces webinars, il Ok. expliquait que là, c'est des stratégies qu'on a, mais couplées à des rythmes qu'on peut apprendre à connaître soi-même. Ben, en fait, on multiplie par 5 en fait, son efficacité parce que tu travailles au bon moment sur les bons sujets. Et Hmm. après, il a parlé des rythmes circadiens. Et je me suis un peu renseigné pour connaître moi mes phases. Et là, j'ai vu en fait que après on commençait à travailler sur des tâches en profondeur le matin, que j'étais 10 fois plus efficace que de faire des Hmm. trucs le soir. Ouais. Ok, ouais, c'est vrai que moi, je suis aussi partisan de cette pensée-là, sans être un expert de productivité ou quoi que ce soit, mais je pense pas qu'on soit tous productifs de 9 heures à 18 heures dans un 9 to 5 classique, quoi. Tu vois, il y a forcément des moments où tu es down ou autre. Ouais, Et effectivement, moi, je sais que j'ai des petites tâches, quand je sais que j'ai un moment down, que je peux faire sans réfléchir, tu vois, qui ne me demandent pas exactement. beaucoup de réflexion mentale, tu vois, mais qui Yes, doivent être faites, tu vois. Donc, très exactement. intéressant. Tu vois, ben, sur ces tâches-là, en fait, sur ce créneau-là, où je sais que c'est un créneau mort où je suis pas le plus efficace, Mhm, ben, je vais faire des tâches qui demandent pas trop d'attention cognitive. mhm. Faire des slides, tu vois, vraiment, euh, même faire du graphisme, tu vois, c'est des trucs, des Hmm. tâches moi, ça me détend, tu vois, faire du Canva, tu vois, faire mes petits schémas que tu vois là sur LinkedIn parfois. Hmm. Mais en fait, je l'ai fait dans ces périodes-là où, bah, je sais que ça va servir mon message. En même temps, je construis ma pensée et Mhm. de l'autre côté, je sais que pendant ces périodes-là, ça me fait penser un peu à autre chose, ça me stimule aussi la Ouais. créativité. Et après, je reprends
sur des sujets un peu plus profonds. Ok, 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 ok. Nice, nice. Alors, on est quand même sur quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a fait du sales, qui fait maintenant pas mal de tech. En plus, tu es passé par le dev, ça n'a pas parlé, mais je sais que tu Ah, as fait. Il y a eu l'épisode dev. Non, tu sais quoi? On va aborder l'épisode dev. Parce que moi, là, l'épisode dev, je m'en souviens comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Parle-nous du dev. Allez, parle-nous du on dev parle du dev. rapidement. Ouais, je spoil pas, mais il y a. Allez, parle-nous du dev. Je Eh, parle mais, même pas, mais vas-y. on va parler de comment arriver à mon envie d'aller sur le dev. Ce qui, en fait, ben, donc, lorsque j'ai fini de me former sur la partie no-code, Mhm, j'ai senti certaines barrières ou limites, du moins, sur des outils parce que les clients parfois me demandaient des choses et j'arrivais pas à trouver la solution. Je trouvais des trucs un peu fastidieux. Il fallait donc prendre d'autres outils no-code et les mettre bout à bout pour arriver à la solution. Donc j'avais déjà un petit côté, cette frustration. À côté de ça, bah, je me suis perfectionné sur la partie growth. Et sur mhm, la partie growth, c'est là où Jérémy était mon mentor. mhm, Euh, et, euh, et donc sur les points, en fait, parce qu'on avait des points pendant le parcours de formation, je crois qu'il y en a un au bout de 2 semaines et puis un sur la fin. J'avais ce besoin de me dire quelle était la prochaine étape pour devenir, je dirais, un growth et puis un dev, ou du moins un intégrateur, bah, qui ait toutes les armes en sa possession pour répondre à n'importe quelle problématique. Jérémy me dit, bah mec, faut commencer à comprendre ce que c'est que le JavaScript. Quand je te montre une ligne de code, faut pas trembler. Donc voilà, ça va te permettre d'aller sur des sujets un peu plus profonds et te sentir à l'aise sur ces sujets-là. mhm, Ok, je prends ça dans un coin de ma tête. Et après, tu me parles tu me donnes des pistes sur les différentes formations qui existent. Et là, je vois, bah, tu me parles de THP. Je vois que François, qui, euh, qui également était à l'époque instructeur chez Human School. Je devais faire mhm, un webinar pour Human School à ce moment-là, et c'était lui le prof. Et je vois sur son profil qu'il a fait THP. Et donc, toi, tu me dis, fais THP. Je vois qu'il a fait THP. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses de THP? Et il me dit, écoute, pour le prix, est-ce que tu vas apprendre? Fonce. mhm, Ok. Donc, je prends la tangente, je fais le webinar. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis arrivé à faire le bootcamp chez THP, donc de 6 mois sur apprendre à coder en JavaScript, front-end, back-end. Back-end, j'ai forcé le JavaScript parce que c'est mhm. du Ruby. Mais avec mon coéquipier, on a dit, viens, on apprend le Node.js et tout ça. On veut tout faire en Node, on veut tout faire en JS. Donc, Ouais. pendant 6 mois, un peu, bah, la plupart des devs font THP avant de faire la piscine de 42. Donc, tu n'as pas de Mhm, prof, tu n'as que de la documentation. Ça ouais. pendant 6 mois. Et, euh, et voilà, c'était vraiment pour combler ce, ce manque qu'il y avait dans la maîtrise de mes projets. Mhm. Ok. Et en plus, c'est vrai, un truc que j'ai pas dit, c'est que quand tu l'as dit, je me suis souvenu de ça. Je me souviens que, effectivement, au moment du growth, Lionel, c'est le gars. Et chaque session de coaching, j'étais là, je me disais, waouh, lui encore, ça va être chaud. Le gars avait des lignes et des lignes. Je me souviens dans le Google Sheet, il y avait des questions ultra précises. Je voyais. À un moment, tu vas même parler d'amplitude, segment et Ouais, tout. Je me dis, tiens, ce gars-là, il est trop chaud. Et comme heureusement que j'avais la fiche de coaching avant, je me disais, regardez ce que ce mec il me demande encore. Donc, j'ai senti qu'en fait, ouais, il fallait que tu ailles vers fallait que tu pousses parce que, effectivement, quand on a en tout cas un potentiel, faut aller l'exploiter. Et c'est cool. Et je pense aussi que le code apprend beaucoup la logique. Tu n'apprends pas que par le code, hein, mais en tout cas, ça vient renforcer ça.
la logique, l'algorithmique, et qui aujourd'hui sont ultra importants dans tout ce que tu fais dans la tech, quoi, tu vois. Ultra, ultra important. Hmm. Ultra. Je peux pas dire comment aujourd'hui ça m'aide à être à l'aise. Même je prends une mission et Hmm. ok, c'est pas, les contours sont pas bien définis. Ok. Il y a une API qui existe quelque part. Ah, Ouais. Ouais, parce que on va aller. c'est ça que je dis, c'est que la façon d'aborder les problèmes, une fois Ah que tu ouais. sors, franchement, ce bootcamp-là, je crois que j'en ai parlé Ah, avec François dans l'épisode, mais c'est vraiment ride or die, quoi. Franchement, c'est pas tout le monde qui en sort vivant, mais si tu en sors vivant, t'es prêt à toute éventualité, tu t'es prêt à vois. tout. Donc ouais, très Ouais. très cool sur ça. Donc ok, donc franchement, on va dire, tu as quand même pas mal de skills parce que effectivement, que ce soit le sales, la tech, le business, parce que je dis souvent que tu trouves des gens bons en tech, et je pense qu'il y en a des bien meilleurs que toi ou moi. Tu trouves des gens meilleurs que nous en sales, mais trouver quelqu'un qui comprend le sales et qui comprend la tech, qui comprend les enjeux business, t'en as pas tant que ça, tu C'est vois. rare. Tu C'est vois. rare. C'est ça, tu vois. Parce que sinon, tous les techs, ils auraient leur SaaS et ils feraient des Ouais, millions, tu vois. Et bien pourquoi ça sûr, se fait pas? C'est parce que, ouais, bien sûr. c'est compliqué. Donc, ok sur ça. Et moi, j'ai envie de te demander, de te poser une question parce que tu fais beaucoup de choses. On sent aussi que c'est par passion, que tu aimes bien ce que tu fais, qu'il y a la curiosité intellectuelle et puis l'envie d'apprendre des choses. Euh, Au-delà de ça, pourquoi tu fais tout ça? Tu vois, je te pose la question. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des gens, et tu peux ne pas avoir la réponse précise, hein, mais il y a des gens qui vont se dire, bah, écoute, moi, je fais un business où je génère des compléments de revenus avec la tech, etc. Parce que j'ai un lifestyle que j'ai envie de supporter. Et en même temps, ben, la tech, on le sait, et même avant le Covid, mais c'était aussi l'industrie qui permettait quand même de travailler à distance, de travailler sur ce que tu as envie d'aimer. Tu peux travailler dans un taf, dans un job. Tu peux faire des choses, mais tu peux aussi les vendre en ton propre nom. Tu vois, c'est pas tous les métiers qui peuvent faire ça. Donc, est-ce que tu fais du business pour te dire, bah, écoute, j'ai un business un peu lifestyle, je mets des guillemets, en disant, je viens supporter mon lifestyle, mais du coup, je me prends pas la tête, j'aime pas être stressé, etc. Donc voilà, je fais vraiment des choses que j'aime tous les jours, et mon but c'est que tous les jours je fasse des choses que j'aime et que je kiffe, quoi, pour justement faire ce que je fais à côté, que ce soit famille, détente, etc. Ou est-ce que tu es plus en mode, bah écoute, là, je suis venu retourner à une industrie. Il y a un train à prendre, il y a un truc à faire, et je suis venu vraiment mettre les points sur les i, faire en sorte que tout le monde sache que je suis Lionel, quoi, Lionel Louis, tu vois. Donc, c'est quoi ta vision sur ça, sur le pourquoi de faire les choses? Parce qu'au bout d'un moment, je pense que, tu vois, là, aujourd'hui, tu sais faire de l'argent, tu sais utiliser tes compétences, tu sais les marketer, tu sais les vendre. Pourquoi tu fais les choses? Ouais. Euh, bah, tu m'as parlé de lifestyle et de venir exploser une industrie. Je pense Mhm. que dans mon aspiration, les deux vont se rejoindre Ok. parce que j'ai envie de montrer que c'est possible avec l'apprentissage, en apprenant les bonnes compétences, Mhm. de, d'a- de définir son idéal, tu vois, ou Mhm. du moins ses règles de vie. Dire à tel moment, j'ai envie de profiter de mes proches. Dire à tel moment, je veux faire assez d'argent pour me mettre à l'abri, investir dans l'immobilier ou autre. Montrer que c'est possible en, en, en apprenant les bonnes compétences. Donc il y a ce côté, je le fais aussi pour moi, tu vois, être libre intellectuellement et vouloir faire ce qui me plaît. Ça, c'est Mhm. le premier driver. Et Ok. à côté de ça, j'ai une ambition sur le long terme d'en faire un programme de formation, une école de formation, tu vois, vraiment avoir un Mhm. mindset et qu'on se rappelle en fait de cette méthodologie et qu'on se dise, waouh, ok, je me rappelle que à telle école, il y avait un cours sur comment arriver à définir son lifestyle, par exemple, Mhm. et quelles sont les différentes composantes pour y arriver. Ça, c'est ça je dirais, qui me permet de me réveiller sans, sans alarme
qui me maintient éveillé, qui me donne encore plus envie d'être curieux chaque jour. Hmm. Ok, ok, super. C'est intéressant. Et du coup, tu vois, tu parlais, tu as dit qu'il fallait justement, en apprenant les bonnes compétences, etc. Comment, je pense que c'est comment dire ça, la malédiction, je mets des guillemets, de tous les gens curieux et en plus dans la tech. Comment tu arrives Ouais. à faire le choix entre un objet brillant et une vraie compétence à aller attraper? Et là, on va du comment passer sur l'IA. Typiquement, je caricature beaucoup, mais par exemple, le Web3 aussi, c'est un vrai truc, hein. C'est un vrai truc qui a eu. Moi, je connais des gens qui sont très très fans de Web3 et qui font des vraies choses en Web3, mais ça n'a pas pris aussi vite. En tout cas, ça n'a pas touché autant de personnes que l'IA. Parce que du coup, les gens estimaient qu'il a manqué des use cases, tu comprenais pas vraiment, c'était pas assez malléable. Par contre, tu vois que ChatGPT, ben, en fait, tout le monde peut l'utiliser, ça te fait gagner du temps, etc., etc. Donc, déjà, toi, comment tu arrives à différencier, ou en tout cas, comment tu fais pour choisir les compétences que tu veux apprendre ou sur lesquelles tu veux, je veux dire jumper, mais c'est un Mmh, anglicisme pour rien, mais en tout cas sur lesquelles tu veux te positionner, entre objet brillant mmh. et vraies compétences à aller chercher. Ouais, bah, ça va reprendre le même, trigger que j'ai eu, tu vois? Sur le shift en no code. Déjà j'ai une veille. J'ai un outil, j'ai un outil d'agrégateur de flux RSS où, en fonction des thématiques qui m'intéressent, surtout sur la tech, la productivité et autres, qui me référence je dirais des signaux sur, quelles vont être les futures tendances et autres. Et j'ai un time blocking, donc je me time block des moments pour essayer de challenger mon organisation au quotidien. Ok. Euh, et donc, ça, ça, donc j'utilise les outils et j'essaie d'avoir une intuition. Je peux pas te le décrire, c'est pas comme si je parlais avec la machine, mais je me dis, ah, attends, comment, en fait, dans l'UX, les gars, comment ils ont emmené, en fait, comment tu vas arriver à atteindre cet objectif. Mhm, Et tu vois, maintenant que j'ai fait du dev, j'arrive à décomposer comment le produit a été construit. Je mhm, me dis, soit je me dis, ouah, c'est le feu, soit je me dis, oh, je suis en train de. Je me fais plaisir. Tu vois, il y a. mhm. Donc, il y a cette première partie intuition. Une fois que j'ai cette partie intuition qui est passée, derrière, je prends une balance qui est assez simple, qui a été développée par euh, Monsieur Forte. C'est Thiago Forte, Ok. euh, Ah qui oui, je vois, explique, ouais, j'ai entendu parler de ce mec. Mais je crois que ouais, c'est toi qui m'en avais parlé second d'ailleurs. brain, donc second cerveau, Ouais. Ok. assez chaud dans l'organisation. Euh, il explique que chaque tâche qui ne sont pas associées à un projet, c'est un, c'est un passe-temps, c'est un hobby. Hmm. Ok. C'est-à-dire que lorsque l'intuition est passée, si le produit, l'outil ou la compétence sur laquelle je veux me développer, j'arrive pas à la rattacher avec un objectif, un projet actuel sur lequel je suis en train de travailler, un client ou autre, Hmm. monter mon agence ou travailler sur du one to many comme on en a parlé tout à l'heure, bah je vais aller sur du hobby. Et même chose, si je définis des projets et que je n'ai pas de tâches associées, je suis dans un rêve. Hmm. Tu vois. C'est-à-dire, je rêve de projets, mais pas d'exécution. Il n'y a pas de tâche dessus. Hmm. Et tu vois, quand j'ai vu sa matrice, j'ai dit, waouh, le feu. Et donc, une fois l'intuition passée, je la mets dans Notion, ça c'est mon outil, et dans Notion, chaque tâche, elle doit être associée à un projet. Ok. Sinon, je la kill. Au bout d'un Ok. certain temps, je me dis, ah, c'était sympa. À ce moment-là, j'avais bien rigolé et tout, j'en ai parlé à des potes et tout, mais à quoi ça va servir? Pour Ok. l'instant, c'est pas dans le champ d'action. Ok. Ok. Non, ok. Ouais, c'est Mm, valuable. C'est très, 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 très cool. Ok. Et donc, du coup, donc, là, tu es sur l'IA. Est-ce que mm, tu peux nous définir, toi, c'est quoi ta vision de l'IA? À la fois, alors, deux choses.
La première, c'est comment ça vient changer les industries que toi tu connais et pourquoi c'est peut-être intéressant de s'y intéresser. Par exemple, dans le sales, par exemple, comment l'IA ça vient modifier certaines choses, dans le no-code, dans l'automatisation, dans la productivité. Donc déjà, à ce niveau-là, comment tu vois l'IA et pourquoi c'est intéressant de s'y intéresser? Hmm. Comment je vois l'IA? C'est bonne question. J'ai jamais vu un produit avancer aussi vite Ok. depuis décembre 2022 où vraiment j'ai commencé vraiment mes premières expérimentations sur mon organisation et puis chez mes clients. Mhm. Euh, Depuis, c'est énorme en fait tout ce qui arrive, les concurrents à ChatGPT, la démocratisation au niveau de l'entraînement. Aujourd'hui, tu parles de fine-tuning aux gens. Les gens te disent, ah ok, ouais, j'ai capté, ils savent ce que c'est, tu vois. Mhm. Donc, ils ont réussi vraiment à démocratiser le, le- l'approche autour de ce nouvel outil. Je parle d'OpenAI, ça va très 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 vite. Mhm. Euh, Pourquoi il faudrait s'y intéresser? Après, tous les cabinets de prospective sont d'accord dessus, hein. D'ici 3 ans, il va y avoir un déplacement ou un reskilling des compétences. Et Mhm. c'est pas l'IA en fait qui va provoquer ça. Ce sont les personnes en interne qui utilisent l'IA qui vont provoquer en fait ces changements-là. Tu Mhm. vois, moi aujourd'hui, je suis sur tous mes projets, même en interne, je fous de l'IA. Tu Ok. vois, je mets dans mes automatisations Make ou Zapier des blocs, des modules OpenAI. Là, je suis Ok. en train de monter mon expérimentation avec LangChain. Ok. Et tu vois, un profil comme le mien, c'est-à-dire business en même temps qui se consacre à l'IA, bah, tu vois, dans notre écosystème, j'en connais, j'en connais quelques-uns, mais ça commence de plus en plus à se développer. C'est-à-dire que d'ici 6 mois, donc là, on a eu la phase où on savait que ça allait pas être juste un effet de mode, qu'il faudra compter sur cet outil dans l'avenir. Tu auras des personnes, ou du moins des profils, qui seront formés aux problèmes-solutions, mais avec l'IA. C'est-à-dire que dans le business, ils vont avoir cette logique de comprendre comment on répond à des problèmes et on implémente la solution. Toi, si tu débarques sur le marché, tu sors d'études, reconversion ou autre, et que tu n'as pas ce skills-là en face, ça va faire mal. Tu vois, non, mais non, perso, tu me mets en face d'un profil, on va dire, tu mets pas la compétence sales et technique, t'en Ok. choisis une des deux. Ok. Juste, tu me boostes à l'IA, j'ai pas de concurrent en face. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'IA à côté, il ira Mhm. beaucoup moins vite. Parce qu'il ne sait pas que derrière, dans les outils no-code, on peut mettre du code, Python ou JavaScript. Bah, juste à savoir coder des petits bouts de script dans du no-code, je vais booster moi ma productivité, je Mhm. vais booster mon produit, je vais créer Ouais. mon effet waouh chez mon client. Et Ouais. juste j'aurais écrit un prompt, j'aurais mis ça dans mon bloc de code en no-code. Pendant ce temps, bah, il sera en train de regarder la documentation, essayer de faire ses expérimentations. J'aurais gagné en fait sur l'exécution. Ok. Ok, ok, ok. Ouais, non, clairement, c'est vrai que aujourd'hui, c'est. Peut-être qu'on parlait d'unfair advantage avant, mais là, en fait, c'est un truc, si tu l'utilises pas, t'es juste hors jeu, quoi. C'est compliqué. Que si tu te fais dépasser, tu vois, si tu sens que tu as des concurrents qui te dépassent, surtout, ou tu as des profils qui te dépassent, pose-toi la question de savoir si ce profil utilise l'IA. C'est juste la question qui va se dépasser, c'est quand on se dit, mais attends, comment il fait pour faire autant de choses avec un certain niveau de qualité et il est présent sur tous les sujets? Pose-toi la question, regarde bien. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à remonter François, parce que j'ai vu son profil et j'ai vu ce qui, euh, ce qu'il arrivait à développer. Moi, c'est systématiquement ce que je fais. Je regarde en background, qu'est-ce que la personne a fait, qu'est-ce qu'il a posté. Moi, quand un profil, non, ça, c'est la première chose que je fais. Il y a un Hmm. profil sur lequel j'ai cette admiration. Tu vois, j'admire son travail. Je dis, Ouais. oh là là, il est bon. Bah, tout de suite, je vais dans LinkedIn,
certification, éducation, poste. Je regarde tout ça et je dis waouh, ok. Le mec, en fait, je reconstitue en fait son learning Hmm, programme. En fait, comment il s'est téléchargé hmm, des, des enseignements pour créer sa proposition de valeur. ok. Et ça, Ouais, tu bah, vois. ça, c'est un Ça, c'est. conseil que je peux donner aux personnes en fait qui se disent ok, comment je peux atteindre le même niveau que cette personne-là. Ok. Ouais, tu vas vérifier déjà si on a affaire à un pirate ou pas. Et puis, Ouais. et puis, comment, du coup, effectivement, qu'est-ce que. Comment il s'est Comment. constitué, pirate? Ouais. Ouais, ouais, non, non, mais c'est pertinent parce qu'effectivement, en fait, avec l'IA, et on en parlait l'autre jour, mais c'est que, en fait, déjà, bah, rien que sur le contenu, parce que l'IA, c'est pas que le contenu, mais rien que sur le contenu. En fait, il y a tellement une inondation de contenu, parce qu'effectivement, ChatGPT ou d'autres IA peuvent te rédiger du contenu très rapidement, etc., etc., qu'en fait, il faudrait être authentique. Il faut être authentique et il faut aussi que tu aies en fait, pour moi, le contenu, il vient te convaincre émotionnellement sur certains sujets. Donc, tu fais un bon storytelling, tu fais un truc. Maintenant, de façon logique, est-ce que tu arrives à convaincre de façon logique? Est-ce qu'effectivement, Lionel qui fait des posts sur l'IA, il a les compétences pour parler d'IA? Est-ce que, etc., etc. Et c'est vrai que tu as plein de gens qui ne font pas ce parallèle-là. Donc, quand nous, on est dans la tech et que tu vois certaines choses, certaines prises de position ou autres, tu sais qu'en fait, tu te dis, ça c'est ChatGPT. Ça c'est ChatGPT, amigo. Tu peux pas me douiller. Tu vois, parce que il faut rester pragmatique, même si effectivement, les histoires, ça fait vendre. Le storytelling, c'est un skill à avoir depuis la nuit des temps. On écoute des histoires depuis très longtemps. Mais effectivement, après, tu as la partie logique, à savoir, ça peut être pour tout, hein, si tu achètes la formation de X, si tu prends X en consultant, si tu prends X en coaching, peu importe. Mais effectivement, c'est intéressant de voir effectivement, est-ce qu'au-delà du contenu, il y a de la substance, quoi, il y a de la matière, Yes. tu Yes, vois. yes, yes, Et, yes. Yes. ouais. Et ça me fait même Yes. penser que quand on recrutait des growth à l'époque, quand on donnait le cas d'usage, je me disais peut-être que le cas, peut-être que quelqu'un peut lui passer, peu importe, je sais pas. Donc moi, en fait, je vais gratter et je te donne une information qui n'est pas forcément dans le cas à un instant T pour voir comment tu réagis. Parce que si tu as été capable de faire un certain travail, ben en fait, que je te donne ou pas cet élément-là, tu vas être capable de me produire un travail de même qualité, tu vois. Et si effectivement tu n'es pas capable, je me dis, ah, là, il y a peut-être quelque chose, il y a quelqu'un qui t'a aidé ou un truc qui s'est passé, tu vois. Ça me met la puce à Hmm. l'oreille, tu Ok. vois. Parce qu'effectivement, il faut aussi que tu arrives à capter la capacité de raisonnement de la personne. Et donc, quand tu n'es pas là, tu sais pas comment il a raisonné. Est-ce qu'ils ont été en fait 5, 6, 7 à raisonner sur le sujet ou est-ce qu'il était tout seul? Donc en fait, il n'y a qu'en face que tu peux vraiment voir si la personne elle Ouais. est pertinente ou pas sur ces Ouais. sujets-là, quoi. Ouais. Ok, ok, ok. Et donc, du coup, toi Ouais. qui baigne, en tout cas, qui va beaucoup dans l'IA, qui regarde beaucoup ce qui se passe, tu vois, tu parles de LangChain, tu parles de plein de choses. euh, comment tu vois l'adoption des grands groupes par rapport à l'IA? Parce qu'effectivement, jusqu'ici, on voit beaucoup un usage, je dirais pas personnel. Je dirais pas personnel parce que tu as quand même beaucoup de boîtes qui essaient d'implémenter de l'IA dans leurs produits. On le voit avec même des boîtes françaises et tout. Mais les grands groupes, j'ai l'impression que des fois, sont un peu réticents. Toi, tu le vois comment? Est-ce que tu as un avis sur la question ou pas du tout? Euh, euh, Ça va arriver parce que les grands groupes, ouais, ils vont adopter rapidement l'IA de par les éditeurs qui se mettent à Mhm. jour. Tu vois, Ok. Microsoft a fait l'acquisition d'OpenAI. Mhm. Microsoft, ces grands groupes, même tradis, hein, tu vois, vraiment Mhm. entreprise de bâtiment, Microsoft, hein. Ouais, c'est vrai, je vois Euh, ce que tu veux dire. donc, tu vois, le levier va se faire à travers des éditeurs implantés. Puisqu'un grand groupe Mhm. ne bouge que quand l'éditeur bouge. Tu vois, Ouais, tu vois, ouais, ouais. c'est pas la startup avec ses slides qui vont bien, son growth et son marketing brillant, impeccable, qui va, Ouais. qui va, qui va faire bouger la décision. Prendre une décision, c'est tellement Ouais. multi-interlocuteur et complexe Ouais. où tout le monde ne réagit pas au même trigger émotionnel. Donc, il n'y a que à ce niveau-là que ça va se faire.
Et OK. ChatGPT a sorti son offre Enterprise. OK. Tu vois? Donc ils commencent à se positionner sur la partie grand groupe et hem et l'adoption, oui, naturellement, elle va se faire chez eux, heu, sur ces outils-là où c'est sécure. Ils vont pas aller s'aventurer sur de l'open source comme, LangChain où, derrière il te faut la compétence technique Mmh. en interne ou bien dire à des personnes de se former alors que, ils ont d'autres sujets à régler, tu vois? C'est pas leur Ouais. priorité. Hem, Tout va dépendre vraiment de moi je suis convaincu de ça maintenant, de l'événement déclencheur. Pour te prendre un exemple, le Covid. OK. Le Covid est un événement externe, anxiogène, crise sanitaire. Tout le monde reste bloqué chez soi. En revanche, c'est ce qui a retardé aussi l'effet, start-up. Tu as beaucoup de start-up, boum, qui ont pris du revenu. Mmh. Il fallait de plus en plus commencer à communiquer en visio. Tu as des boîtes, en fait, qui ont commencé à générer énormément d'argent dans ces périodes-là Mmh, mmh et mh. ça a été un événement déclencheur. OK. Donc Ouais. je crois à ça pour faire bouger le OK. bah, pas un Covid, hein, mais un Non, événement qui, qui montrerait que, LangChain, c'est le prochain outil pour les développeurs, dans un grand groupe sur lequel ils doivent se concentrer. OK. OK, OK. Ouais, c'est en fait, c'est vrai ce que tu dis parce que je me souviens que, en fait, pendant le covid, il y a eu tellement une accélération du digital que tu as plein de boîtes qui ont pris une grosse partie de leur investissement pour le mettre justement sur le volet digital et développer ça. Je pense à Shopify, par exemple, qui permet de faire des sites e-commerce où en fait, ils ont mis une grosse partie de leur budget sur la partie digitale, en recrutement et cetera et en fait, quand le covid, s'est arrêté, en tout cas la crise sanitaire s'est arrêtée, en fait, la croissance qu'ils ont eue pendant le Covid, celle dont tu parles, ils ne l'ont plus eu à la fin. C'est un peu comme si le gâteau s'était essoufflé. Et donc, du coup, bon, alors là, c'est les Ricains, c'est les US, c'est le système anglophone, ils ont licencié à tour de bras. Tu vois, vraiment à tour Tiens, de bras, et c'était violent. Donc, ouais. ouais, ouais, clairement, effectivement, des fois, tu as des. Et c'est vrai que par contre, ce serait. On peut pas le nier que je dirais à cause ou grâce du Covid, je ne sais pas comment on doit dire ça parce qu'effectivement, il y a quand même eu pas mal de répercussions humaines, mais effectivement, le Covid a permis en tout cas aux entreprises ou à la tech de prendre 5 ans d'accélération, tu vois. Pas photo. Aujourd'hui, tu n'as plus une seule personne qui a postulé à un job qui ne demande pas s'il y a du télétravail ou pas. Ah! Ah oui, ça a changé Tu vois, ça a changé les la donne. ça a changé la donne, l'état d'esprit, le point de vue qu'on avait, sur le télétravail. OK, fine, tu as bien vu que Mm. tu pouvais faire tourner ton équipe. Parfois, elle était plus productive et elle se sentait mieux parce que, elle, pouvait bosser d'où elle voulait et tu arrivais à faire ton chiffre. C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, ben, encore une fois, toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se. Alors, je mets des guillemets, parce que même. Je mets des guillemets, je suis très neutre sur la question, mais je pose la question parce que je pense que des gens se posent la question. Mais quelqu'un, imaginons aujourd'hui a un job, ok, et voit que l'IA est en train d'arriver, et l'IA, en fait, c'est le Mbappé qui est en train de mettre des passements de jambes, des petits ponts à tout le monde, ça va être chaud, il va prendre sa place. Comment ou qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est dans un poste, qui a peur ou qui, quand tu vois, qui est anxieux par rapport, par rapport à son avenir je rigole, mais c'est pas drôle, mais qui est anxieux par rapport à ça. Quel conseil tu lui donnerais pour se prémunir de l'IA ouais, pour se prémunir de l'IA. Tu donnerais quel conseil? De taper sur, YouTube prompt engineering. Mais vraiment, tape prompt engineering, regarde une vidéo parce de quelqu'un qui emploie ton verbatim ou tu sais, avec qui tu as un fit. Mmh. Regarde ces vidéos, au lieu de regarder un clip, regarde au moins une vidéo de prompt engineering. Juste Ouais. sur comment arriver à bien structurer ses prompts et pourquoi on le fait. Je dis prompt engineering, là on peut tout mettre dedans, mais
as le premier niveau au niveau le plus avancé, donc le niveau plus avancé qui demande des notions en développement. Mais voilà, prendre ce premier niveau et puis comprendre ce que tu peux faire avec. Et, euh, et là, tu vas te créer en fait ce petit capital Mhm. de connaissances qui va te servir pour la suite. Et même dans ton boulot, tu vois, c'est le fait de d'écrire un prompt parce on te donne une instruction ou un challenge, parce que on va y venir après, mais on travaille sur un programme avec contournement sur apprendre à travailler sa logique challenge et solution avec l'IA. Bah, en faisant ça, tu vas apprendre à travailler ces deux aspects-là. Tu regardes des vidéos en fond, ça va travailler. Et lorsque tu vas recevoir le challenge dans ton poste, tu vas comprendre comment l'IA est capable de le faire. Et Mhm. potentiellement, tu vas te dire, oh là, ça m'a fait économiser des heures. Je vais pouvoir tranquillou aller en pause, finir plus tôt, ou bien me mettre sur autre chose que sur la tâche qui est déjà faite. Et si jamais on va me demander où ça en est, bah voilà, je serai serein pour dire que c'est fini et puis que c'est OK. Ok, ok. Ouais, donc par rapport à ça, tu en as parlé. Je sais que vous Mm. préparez un programme, comme tu disais, avec Contournement. D'ailleurs, bonjour à Alexis et Erwan. Et donc, dans ce programme-là, alors, il s'adresse à qui? Et qu'est-ce que vous allez enseigner aux participants? Bah, il s'adresse aux personnes qui motivées. Je dis motivées parce que je t'expliquerai le format après. Ok. Motivées et qui veulent capitaliser sur l'IA pour mieux travailler. Quand je dis améliorer leur process au quotidien, créer des produits avec l'IA, combiner l'automation avec de l'IA. Donc, c'est vraiment le profil qu'on a aujourd'hui en entrée. Euh, et je te disais motivé parce que c'est un format de classe inversée où pendant 3 soirs, il y a 2 heures où on challenge les participants sur des cas d'usage bien précis. Donc, ils ont des Mhm. challenges progressifs et ils doivent les résoudre avec l'IA. Bien évidemment, il y a une partie théorique qui leur est enseignée. Donc, c'est pour ça Ok. qu'on parle de classe inversée. Ils ont des vidéos de leur côté qu'ils vont regarder pour comprendre le, le, le concept, les définitions globales. Et lorsqu'ils arrivent en atelier, ben là, ils sont confrontés à des problèmes, donc approche problème-solution. Et Ok. ça permet en fait d'aiguiser là, c'est cette compétence dont je te parlais en tant que une fois que tu as fait du dev, où tu arrives rapidement à comprendre lorsque tu as un signal, bah, comment l'exploiter au maximum. Hmm. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix en fait de faire ce format de classe inversée. Et il s'adresse à tous les profils, hein. C'est vraiment des profils. Quand je dis tous les profils, puisque les outils qu'on va utiliser, ça va être du no-code. L'IA, c'est du langage naturel. Il n'y a pas besoin de savoir coder. Il y a un prep work qui permet si les personnes ne sont pas à l'aise avec les outils ou ils ne l'ont jamais vu, ben de commencer déjà un petit peu à faire à appréhender les outils, comprendre comment ils fonctionnent. Et lorsqu'ils arrivent aux ateliers, en fait, tout le monde a le même niveau de connaissance et ils peuvent faire leur challenge. Ok, nice one. C'est sur combien de temps? C'est sur 2 semaines, donc il y a 3 sessions sur ces 2 semaines. Donc c'est le mardi, ça commence le mardi, ensuite il y a le jeudi et il y a le mardi qui suit. D'accord, ok, super. Ouais, franchement, je pense que c'est cool parce que le fait de pouvoir permettre aux gens de réfléchir avec l'IA, c'est vrai que c'est des nouvelles connexions neuronales, hein, si on peut dire, parce que déjà, faut même avoir le réflexe de se dire, ok, tous les jours, je dois avoir ChatGPT ouvert ou quelque chose et puis me dire, ben voilà,
comparer, ce que moi je ferais, ce que ChatGPT me dit et puis compléter donc c'est ultra pertinent donc ouais, très, 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 très cool. Hâte de voir c'est non, peut-être que tu sais pas encore la date officielle, mais c'est prévu en tout cas c'est Q4 je suppose? 2023? Non, 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 même pas, ça va arriver septembre. Donc Septembre? OK. septembre, ouais, septembre, septembre, octobre, novembre, Ouais, c'est le non, Q3 Q4, septembre. c'est Q3. Q3, OK. Donc ouais, c'est sur Q3. D'accord, C'est OK, OK. Q3, ça finira sur Q4 sûrement, bah, Ouais, donc bien sûr. mais on aura ce premier batch, OK. ouais. OK, super et donc, peut-être on peut finir par quelques questions, pardon. Est-ce que tu as des ressources ou des conseils par des gens qui sont inspirés par ton parcours? Parce que tu as fait beaucoup de choses et je pense que même, je dirais pas repartir de zéro, mais l'une des plus grands freins, l'un des plus grands freins, pardon, de certaines personnes, c'est de se dire: «Je suis dans une verticale, je connais des choses, j'ai une certaine autorité, j'ai une certaine seniorité et puis peut-être que je dois tout laisser de côté et puis repartir à zéro. C'est-à-dire que peut-être que voilà, je dois recommencer. Mais en fait, c'est sans savoir que effectivement, ce que tu as fait dans le sales, ben, te Mmh. sert, aujourd'hui, dans le no-code, dans tes prestations et cetera. Mais est-ce que tu aurais des conseils pour, ou des ressources ou des conseils pour des gens, soit qui veulent peut-être se lancer dans la tech, soit qui veulent s'intéresser à l'IA, soit qui veulent peut-être faire du freelance parce que tu sais un peu tout ça que tu fais donc ce serait quoi tes ressources et tes conseils, que tu donnerais par exemple, je sais pas, à ton petit cousin là, tu parles avec lui, Mmh. là, tu te poses avec lui, tu lui dirais quoi? 1 bouquin à lire, ce serait un bouquin, le premier. Chris Voss, Ne jamais couper la poire en 2, manuel de négociation. Ah, toi tu révèles les pépites aussi, hein. Ah là, là, il faut gâter ceux qui nous écoutent. Et il est méchant ce livre, il est très, très Les méchant. méchants. En tant que Ouais, sales, tu sais, il y a eu plein de bouquins. ouais. J'ai rarement été, mais sur le cul. Mmh. J'ai 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 lu, j'ai écouté l'audio. Non, je me suis imprégné. Même le personnage, je suis parti l'écouter. Tu vois, parce que l'incarnation, ce qu'il incarne et tout ça, heu, les techniques qu'il dévoile, Mmh. mais je te dis, en tant que sales, il te faut vraiment, un certain nombre d'années avant d'avoir ce genre de conseils. Mais quand je te dis Mmh. les conseils qu'il distille dedans, Ouais, non, il se moque pas des gens. Le prix, quand j'ai vu, je dit: «Quoi? En tant que sales?» Bon, parce que nous, c'était les boîtes qui payaient, mais payer OK. ce genre de formation donnée, mais c'est des milliers d'euros. Mmh. C'est exceptionnel. Ouais, OK. Ouais, OK. Donc ouais, jamais donc pu Chris comprendre. Voss, en Ouais. plus il est disponible en français puisque je crois donc attends, je pense Oui, qu'il l'est, je vais vérifier, mais en tout cas je pense qu'il est disponible en français donc ça c'est oui, cool. il est disponible en français. Je OK. Ensuite quoi d'autre? hem, ensuite, sur la partie no code, heu, 1 communauté, de France sur le no code, allez sur le Slack de No Code France. Mmh. Il y a tout, il y a des gens en fait qui sont, vous avez même sur le site, il y a des petits packs, d'initiation gratuits. Donc tu peux prendre une initiation gratuite, faire un projet, aller sur Slack et poser des questions. Les gens répondent. Donc, ça, franchement, c'est le deuxième conseil si les personnes veulent se mettre au no-code. Et le troisième sur l'IA, il y a un petit, il y a un site qui s'appelle, c'est bien ça, non, Learn Prompting. Et ça permet, là, c'est plus pour des développeurs OK. qui veulent aller, il y a un niveau, novice aussi, novice, c'est-à-dire qui commence à apprendre à prompter des, ChatGPT. Mais ce qui est intéressant dans hop là, ce qui est intéressant dans ce site, hop, en même temps, je cherche mes ressources, hein. Ce qui est intéressant dans ce site, c'est que tu as des petits exercices qui te permettent de passer du côté novice à
expert si tu as envie de, si tu envie de construire des applications avec l'IA. Et le dernier sur l'IA, c'est Deep Learning That AI. Ah, Ça, celui-là, c'est franchement, c'est une merde. c'est C'est ça qui est magnifique. Franchement, je trouve que cette époque, on vit dans une époque qui est magnifique. On a accès à tout. C'est-à-dire que tu payes tout. ton abonnement Internet et même des fois, tu peux même aller dans des endroits où il y a le Wi-Fi public ou peu Oui, importe là. on a des adresses si jamais, il y en a Ouais. qui cherchent le wifi gratuit. Et franchement, tu as accès à tout aujourd'hui. Franchement, il suffit d'un peu de motivation, de discipline et franchement, tu peux apprendre Exactement. ce que tu veux, quoi. C'est un truc de ouf Tu quand même, tu vois. tu bouscules les règles. C'est ça. Tu C'est ça, c'est bouscules les ça. règles et ça rejoint un peu, bah, ce que tu m'expliquais, tu vois, ce que tu la question que tu m'as posée, pardon, tout à l'heure, heu, Mhm, où tu me demandais le pourquoi je fais ça, c'est un peu mhm, ça, tu vois? C'est de se dire, heu, tu as une connexion, internet, si tu en as pas une, va en chercher une. mhm. Hem, Tu as tout ce qu'il faut. C'est Tu ça. as tout ce qu'il faut pour te donner des compétences suffisantes pour, bah, définir des règles dans lesquelles, en fait, toi, tu te sens à l'aise d'évoluer. Tu vois? Après, il y en a, ils sont très bien avec les règles qui sont établies, OK, fine. Tu sais, chacun a son modus operandi, donc sa Mhm, manière, en fait, d'opérer et il y en a, ils ont ouais. besoin de ces cadres-là. Mais si, il y a des profils qui se sentent plus dans ce genre de cadre, beh, ça aujourd'hui, en allant sur Twitter, LinkedIn, tu suis les bonnes personnes, tu as les ressources, tu l'as dit, Mhm, rigueur, tu bosses dessus, tu fais tes expérimentations. bien sûr. La Non, non. détermination et le travail finissent toujours par payer. Oh là là, ça c'est bien dit ça. Ça c'est bien dit. J'ai même envie de finir sur ça, mais j'ai quand même une dernière question quand même à te Ça poser. marche. Après tout ça, parce que je pense que tout ce que tu as dit là, ça va motiver pas mal de personnes. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut travailler avec toi, discuter avec toi? Est-ce que déjà les gens peuvent te contacter ou on contacte pas du tout Lionel, il est dispo? Non, non, Comment ça se passe? non, mais c'est vraiment avec plaisir moi je suis un grand fan de tech et je me suis même découvert geek depuis Ouais. THP parce qu'on m'a dit: «En fait, il y a que les geeks qui font ça», tu vois? Donc je suis super, preneur d'échanger sur des sujets, tech ou même autres de productivité, sur LinkedIn. Donc pour l'instant, j'ai que LinkedIn. C'est, Mhm. le seul réseau social sur lequel, vous pouvez me trouver, avec plaisir. Donc vous pouvez me contacter, on échange sur, n'importe quel sujet, Ok. productivité, business ou Ok. De toute façon, on mettra le lien dans la description. Mais oui, Lionel Louis sur, sur LinkedIn. T'as des homonymes ou pas? D'ailleurs, j'ai même pas demandé. ah, Je sais pas. Je j'ai sais pas. jamais Franchement, il y a je peu. sais pas, Ouais. Bon, je pense je que sais t'en pas. as parce que c'est le monde entier, mais Oui, à mais voir, à après voir. oui, sur la France, Ouais, je sais heu pas. ah, bien joué. J'ai pas encore Ok. vu un qui me comment ça s'appelle? Qui me vole la vedette ou, je lui vole sa vedette. Si en revanche, il y a un prof du wagon, Ok. hem, c'est pas mon homonyme, mais apparemment, bah, j'ai vu son faciès, on a le même faciès et au niveau je l'ai jamais entendu, mais apparemment on a le même timbre de voix. Non. Je te jure et c'est pour et en fait, il y a eu plusieurs au début, il y a une personne qui est venue me voir et qui me parle et tout et qui me dit, c'est pas un cours, tu vois, que je couvre. Il me dit: «Oui, tu vois, sur tel sujet et tout ça, Hmm. comment je fais et tout?» Je lui dis: «Mais» après, tu vois, j'ai des connaissances de base. Je lui dis: «Bah, OK, tu peux, aller, sur tel ou tel», tu vois, j'essaie de donner une solution et là, je vois qu'il est insistant et tout et je dis: «Mais attends, attends, on peut recadrer là, parce que là, tu là, tu pars un peu trop loin dans le sujet. Hmm. Est-ce que tu voilà, à qui tu penses?» Il me dit: «Ouais, mais tu es pas un certain Régis?» Je dis: «Non, non, non». Donc voilà. Ah oui. Faudrait que tu le rencontres. Ouais, il faudrait que je le rencontre. Ouais. Donc Ok. ouais, voilà, j'ai pas un homonyme, mais quelqu'un qui me ressemble, de très, très près. Hmm. Ok, ok. Bah écoute, moi je sais pas, je l'ai jamais vu, mais j'ai Ouais, regardé parce que ça m'intrigue.
Tu me Ok, diras si on se fout de moi ou pas. vas-y, vas-y, je te dirai. En tout cas, Yes. merci beaucoup Lionel pour le temps que tu nous as accordé. C'est très très cool. OK. Je pense que ça apporte beaucoup de valeur aux gens et que les gens aussi vont aussi comprendre que l'IA est ultra importante et que c'est un virage à prendre ou à subir, si je puis dire. Yes. Donc, est-ce que tu as un mot de la fin? Hem, Ne lâchez rien. Amen, j'ai envie de dire. Ok, eh ben, merci Merci beaucoup Lionel Jérémy et pour puis l'invitation. vas-y, y a pas de souci, on se retrouve très vite. Ciao, À ciao. très vite. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sorti grandi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite et souvenez-vous qu'il suffit d'1% d'upgrade pour évoluer.